Rebonjour à tous, nous revoilà pour une nouvelle vidéo sur la désagrégation mécanique des roches. La dernière fois, on avait pas mal parlé de la thermoclastie. La thermoclastie est la fragmentation des roches en surface provoquée par les changements fréquents de température de grande amplitude thermique. Comme la chose se produit avec les alternances des saisons, hiver, été, et avec les alternances des jours et des nuits. Quand on parle de thermoclastie, on associe surtout le phénomène aux pays chauds. En fait, ce processus s'exerce partout, même dans nos régions et dans les pays froids. Sauf que cette forme d'altération est masquée par d'autres processus d'altération. Alors cette fois, on va partir dans les pays froids, ou même dans les pays tempérés, là où la température peut descendre en dessous de 0 degrés Celsius, et là où de l'eau liquide va geler et va former de la glace. La grande particularité de l'eau, c'est que le solide est moins dense que le liquide, à partir duquel il se forme. Et dans le monde de la physique, c'est vraiment une particularité exceptionnelle, car en général, l'état solide correspond à un arrangement mieux ordonné et plus compact des molécules entre elles, tandis que l'état liquide correspond à un état plus désordonné et moins dense de la matière. Alors à quoi est due cette particularité? Eh bien, quand de la glace d'eau se forme, les molécules d'eau sont des molécules dissymétriques. Et elles doivent s'orienter et s'aligner dans certaines directions. C'est comme si on construisait un échafaudage, et un échafaudage, une fois monté, eh bien, il prend plus de place que les poutrelles et les tiges enchevêtrées sur le sol qu'on a utilisé avant montage. Et on n'a pas ce phénomène pour la très grande majorité des liquides que l'on congèle en empilant les molécules comme des billes. Alors voilà, l'eau liquide a une densité de 1. Mais la glace d'eau que l'on va former à la surface de la Terre, elle a une densité de 0,91. Elle est plus légère, et c'est pour cela qu'elle flotte à la surface de l'eau. Regardons le diagramme de phase de l'eau dans l'espace pression-température. Quand nous allons congeler de l'eau liquide dans un système fermé, la pression et la température vont évoluer comme cela, jusqu'à ce que le premier petit germe de glace se forme. Et là, nous arrivons sur cette droite, qui est la droite de congélation de l'eau liquide en glace. Mais cette droite, elle a une pente négative dans ce diagramme. Cela veut dire que tant que j'ai de l'eau liquide qui coexiste avec de la glace, eh bien j'ai un contrôle de la pression par la température. Et quand je refroidis, la pression va augmenter le long de cette droite, au fur et à mesure que je vais fabriquer de la glace. Cela va avoir une grande conséquence. L'eau liquide est une substance qui se trouve partout dans les formations superficielles terrestres, et notamment dans les fissures, fractures et les pores des roches. Et quand la température passe en dessous de 0 degrés Celsius, tout cela va générer des surpressions dans un système clos jusqu'à un certain point, jusqu'au moment où la roche n'est plus capable d'encaisser l'excès de contrainte et la roche éclate. C'est ce que l'on va appeler la gélifraction, ou fracturation par le gel, ou cryoclastie, fracturation par le froid. Gélifraction et cryoclastie sont deux synonymes, sauf que leur étymologie est différente. Cryoclastie, cela vient du grec ancien, et gélifraction, cela vient du latin. Autre chose importante pour comprendre l'action du gel dans les roches, c'est que dans les petits espaces poreux d'une roche, l'eau ne va pas congeler à 0 degrés Celsius, mais à des températures inférieures. Pour bien comprendre la chose, je fais ce petit diagramme où je représente le potentiel chimique de l'eau en fonction de la température. La première droite à gauche est celle relative à la glace, et elle donne l'évolution du potentiel chimique de l'eau dans la glace en fonction de la température. La deuxième droite est celle relative à l'eau liquide et donne l'évolution du potentiel chimique de H2O en fonction de la température. La pente de chacune de ces droites est reliée à
l'entropie. Nous avons des pentes négatives car la variation du potentiel chimique est donnée par le produit de moins l'entropie fois dt, une petite variation de la température. Cela veut dire que le potentiel chimique diminue avec la température. Et comme la glace est une phase qui est plus ordonnée que celle de l'eau liquide, l'entropie de la glace est plus faible que celle de l'eau liquide et la pente de la droite pour la glace est plus faible que pour celle de l'eau liquide en valeur absolue. Ces deux droites s'intersectent en un point. Ce point, c'est le point de fusion ou point de congélation. Dans le cas où la congélation se fait dans un milieu de grande dimension, eh bien la congélation se fait à 0 degré Celsius. Maintenant, si nous sommes dans des petits espaces, comme dans les pores d'une roche, alors là c'est différent, car nous sommes dans un système de petits volumes et qui est délimité par une surface relativement plus importante par rapport au volume. Pour bien expliquer la chose, je vais faire ce petit calcul. Pour une sphère, la surface elle est donnée par cette formule, 4πr2. Pour le volume d'une sphère, la formule c'est 4 tiers πr3. Maintenant, je vais considérer le rapport surface petit s sur le volume petit v. Et cela me donne ceci. Donc je fais des simplifications et cela me donne le rapport petit s sur v est égal à 3 divisé par petit r. C'est-à-dire que plus le rayon de la sphère est petit, plus le rapport petit s sur v sera grand. Autrement dit, plus le volume du pore est petit, plus les phénomènes de surface deviennent importants. Et dans les pores de petite taille, en effet, les phénomènes de surface ne peuvent plus être ignorés. Alors dans mon diagramme, potentiel chimique en fonction de la température, que va-t-il se passer? Eh bien l'eau liquide, dans un pore, présente une certaine affinité pour les surfaces minérales. Parce que l'eau, les molécules d'eau, peuvent établir des liaisons hydrogène avec les atomes des parois. Et plus le pore est petit, plus le décalage de cette droite vers le bas sera important. Donc je décale la droite pour la glace, je décale la droite pour l'eau liquide, et la conséquence est que le point de congélation, c'est le point d'intersection entre ces deux droites, et bien ce point de congélation est décalé vers des températures plus basses. Et pour les pores très petits en pratique, eh bien l'eau gèlera pas. Donc la température du point de congélation elle va dépendre de la taille des pores. Et l'eau commencera donc à geler dans les pores les plus grands. On peut analyser aussi le phénomène dans un diagramme potentiel chimique en fonction de la pression. Là aussi, on se retrouve avec deux droites, l'une pour la glace et l'autre pour l'eau liquide. Et ce sont des droites de pente positive cette fois, car cette fois, la pente est donnée par le volume molaire. Pour la glace, ce volume molaire est plus grand, donc pente plus grande, et pour l'eau liquide, ce volume molaire est plus petit, donc pente plus faible. Là encore, le point d'intersection de ces deux droites va me donner la pression du point de congélation. Glace et eau liquide ont une certaine affinité pour les surfaces minérales, donc cela va décaler les droites vers le bas, c'est-à-dire dans le sens de potentiel chimique plus faible. La conséquence de tout cela est que la pression de la congélation elle sera plus forte si nous sommes dans des espaces de petite dimension. Donc là, je redémontre ce que j'avais déjà montré dans un diagramme pression en fonction de la température. Alors cette augmentation de la pression dans des cavités microscopiques, ça va générer des contraintes. Alors cela sera des contraintes de compression dans une direction radiale et cela sera des contraintes en tension dans les directions tangentielles. Et on se rappelle que les roches, elles supportent très mal les efforts en tension, donc ça va craquer comment? Ça va craquer comme ça. Donc on va avoir des micro-fissures qui vont se développer de manière radiale. Donc, conclusion de tous ces petits diagrammes, c'est que dans les pores de petite taille, la congélation se fera en refroidissant à des températures plus basses et à des pressions plus importantes. On pourrait donc se dire que la gélifraction sera plus intense dans les roches finement poreuses, mais en fait c'est un peu plus compliqué, car quand les pores sont de petite taille, la perméabilité elle sera plus faible aussi et l'eau aura plus de mal aussi pour pénétrer dans ces pores. Juste à titre d'illustration, je prends ici l'exemple du béton.
Alors oui, le béton, c'est une roche artificielle, mais c'est une roche qui présente les mêmes problèmes de résistance au gel que les roches naturelles. Et c'est une roche qui a été très étudiée pour des raisons économiques évidentes. Alors que voit-on pour le béton? Eh bien, c'est une roche qui va contenir des pores de dimensions très diverses. Et comme indiqué sur ce diagramme, ici on a la taille des pores, et c'est une échelle logarithmique, eh bien on voit que la température de congélation s'abaisse quand la taille des pores décroît. Et on voit que cet effet devient très notable pour des pores de taille en dessous d'un dixième ou centième de micron. Bien, alors quels vont être les dégâts du gel? Alors déjà, ce n'est pas le gel en tant que tel qui va faire des dégâts. Il faut deux choses pour que la cryoclastie puisse prendre de l'ampleur. D'une part, c'est la fréquence des alternances de gel-dégel qui va faire des dégâts. Et paradoxalement, ce n'est pas dans les coins les plus froids du globe que la cryoclastie va faire le plus de dégâts, mais dans les coins où les cycles de gel-dégel sont les plus fréquents. Ou pire, deviennent plus fréquents, comme cela le devient en haute montagne avec le réchauffement climatique. Eh bien, on s'attend à une augmentation de l'intensité de la gélifraction, des chutes de pierres et des éboulements car la montagne devient plus dangereuse. Le corollaire de cela est aussi que la gélifraction sera toujours plus intense en surface qu'en profondeur. En effet, en raison de l'inertie thermique des sols, les variations thermiques des sols sont tamponnées en profondeur. Les amplitudes thermiques y sont beaucoup plus faibles, et on aura l'occasion d'y revenir plus tard car c'est quelque chose d'important. Et d'autre part, pour que le gel fasse des dégâts, eh bien, il faut de l'eau. Et il faut que la roche soit imbibée d'eau dans ses pores. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on peut utiliser un adjuvant dans le béton qui permettra de créer des petits pores remplis d'air quand on veut un béton qui résiste au gel. Alors attention, la présence d'air n'est pas quelque chose de souhaitable dans un béton, car trop d'air, cela diminue sa résistance mécanique, et c'est bien pour cela que les maçons font vibrer le béton juste pour chasser l'air après avoir coulé le béton. Alors ces dégâts du gel, cela sera quoi? Eh bien au début, cela commence par une micro-fissuration qui ne sera même pas perceptible à l'œil nu et qui va se développer de plus en plus et cela se traduira par deux effets principaux. Eh bien la roche elle se fissure et d'autre part la roche elle s'écaille. Et là je présente des photos très classiques de béton altéré par la gélifraction. Cela donne des décollements de surface avec la roche qui s'écaille et puis cela donne de la fissuration et cette fissuration va donner des fragments rocheux qu'on appellera des gélifractes. Alors ces gélifractes, ils se reconnaissent très bien. La forme et la taille des gélifractes, eh bien, elle va être guidée par les fissures préexistantes. Pour les calcaires, par exemple, la roche va être délimitée principalement selon les plans de stratification et cela donne des gélifractes sous forme de calcaires en plaquettes. Toutes les roches ne se comportent pas de la même manière face au gel. Certaines résistent très bien, d'autres non. Et le paramètre qui mesure cette fragilité de la roche par rapport au gel, c'est la gélivité. Et c'est quelque chose qu'il est important de connaître et de mesurer, car si on doit utiliser certaines roches comme pierre de construction ou comme matériaux de soubassement pour les routes, eh bien c'est quelque chose qui est important. Alors, une roche sensible au gel, c'est ce qu'on appellera une roche gélive. Et on recherchera donc des roches non gélives pour la construction. Pour des roches artificielles comme les bétons et les ciments, eh bien, la résistance au gel est aussi une question importante qui se pose. Et notamment pour un béton, la norme impose l'utilisation de granulats non gélifs. Alors quels sont les paramètres qui vont contrôler la gélivité d'une roche? On peut en distinguer trois. Ce sont la porosité, la perméabilité et la taille des pores. Alors la porosité, parce que pour qu'une roche soit gélive, il faut qu'il y ait des espaces qui soient disponibles à l'intérieur de la roche. Il faut donc que la roche ait une certaine porosité ou qu'elle soit fissurée. Perméabilité, car pour qu'une roche soit gélive, il faut aussi que l'eau extérieure puisse pénétrer et circuler. Il faut donc que les pores soient connectés entre eux. On parle alors de porosité connectée. Autrement dit, il faut que la roche soit perméable.
Et dans tout état de cause, il est difficile d'évaluer a priori la gélitivité d'une roche, car il peut y avoir des surprises. Donc dans tout bon laboratoire de géotechnique, nous aurons donc des coffres réfrigérés, des ensembles climatiques, c'est-à-dire des appareils qui nous permettront de soumettre une batterie d'échantillons à des cycles de gel et de dégel. Et là-dessus, nous avons pas mal de normes qui nous disent comment faire, notamment pour déterminer la résistance au gel d'un béton ou pour évaluer l'écaillage des surfaces de béton exposées au gel en présence d'une solution saline. La durabilité est une qualité qui est recherchée pour des pierres qui sont soumises aux conditions climatiques extérieures. Et la résistance au gel est un de ces critères qui permet de qualifier une roche comme durable. Alors je donne ici deux exemples que j'ai trouvés sur internet, deux pierres de parement qui sont utilisées. Donc ce sont des pierres qui sont extraites en Bourgogne. Nous avons le Comblanchien, donc c'est un calcaire avec 1% de porosité et qui supporte très bien, le gel et qui peut être posé en zone de gel sévère. À l'opposé de cela, nous avons une autre pierre qui s'appelle la pierre de Corton en Bourgogne, 1% de porosité, mais c'est une pierre qui ne peut pas être utilisée à l'extérieur parce qu'elle est gélive. Voilà, pour terminer cette vidéo, je voudrais juste finir sur une petite observation qui est souvent faite en France, c'est que l'on a une dissymétrie des versants selon qu'ils sont orientés au nord ou au sud. Et ça, on peut très bien le constater dans des coteaux de la Limagne. Je prends ici l'exemple du plateau de Jargovie qui se trouve au sud de Clermont-Ferrand. Sur le versant sud du plateau de Jargovie, nous avons un versant orienté au sud, bien abrupt, sur lequel la roche affleure à nu. Sur le versant nord de ce même plateau, nous avons une pente plus douce et bien végétalisée, c'est-à-dire qu'un sol a pu s'y installer et s'y développer. Sur un modèle numérique de terrain, la dissymétrie des versants, elle se voit très bien dans le bassin de la Limagne, avec des versants orientés au sud bien abrupts et des versants orientés au nord à pente plus douce. Alors pour les versants qui sont orientés vers le sud, nous avons souvent des escarpements rocheux, voire des falaises, où la roche affleure à nu, et ces escarpements rocheux dominent des coteaux à pente raide. Donc nous sommes dans des versants qu'on appellera ladrés. Et à l'opposé de cela, nous avons des versants qui sont orientés vers le nord, et dans ce cas-là, nous aurons des versants avec des pentes beaucoup plus douces, et où un sol a pu se développer et recouvrir le substrat rocheux. Et de tels versants orientés vers le nord, c'est ce qu'on va appeler l'UBAC. Alors, à quoi tout cela est-ce dû? C'est certainement un héritage des périodes froides qui ont existé au Quaternaire, à une époque où la végétation était celle de la Sibérie actuelle. Alors sur l'Adret, les processus de gélification et de cryoclastie étaient certainement beaucoup plus actifs, car sur ces versants orientés au sud, les cycles de gel et de dégel étaient bien plus fréquents. Et de ce fait, l'érosion l'emportait sur les processus de constitution des sols. Sur le bac, au contraire, nous avons des versants orientés au nord, donc plus froids, et qui devaient rester gelés une grande partie de l'année. Et là, les sols étaient parcourus par des mouvements de sol que l'on verra plus tard. Cela nous rappelle donc qu'en Europe, nous vivons sur des sols qui ont été façonnés, il n'y a pas si longtemps que cela, il y a 15-20 000 ans, par des processus d'altération typiques de pays froids. Et entre autres, tout cela nous a donné les nombreux gélifractes que nous trouvons actuellement dans les sols. Voilà, ici se termine cette vidéo sur la gélifraction. Pour résumer ce que nous avons appris, déjà nous sommes revenus sur les fondements physiques et thermodynamiques de la congélation et nous avons vu pourquoi la glace d'eau est moins dense que l'eau liquide. Et nous avons vu comment les propriétés de surface, elles vont influer sur la température et la pression de congélation. Et nous avons vu comment cela va créer une surpression dans la roche. Puis nous avons vu quels sont les facteurs qui vont influer sur la gélivité d'une roche. Et enfin, nous avons fait le constat que la gélifraction, qui a été très active lors des périodes glaciaires, a modelé en grande partie les formations superficielles actuelles. Bien, pour la prochaine fois, nous continuerons encore sur la désagrégation mécanique. À bientôt!